Dans une banlieue tranquille de Hambourg, où les maisons racontaient encore des histoires des décennies passées, se dressait une petite maison en briques avec un jardin avant soigné. Les volets étaient toujours fraîchement peints, les haies taillées avec précision. Et sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée fleurissaient des géraniums d'un rouge éclatant tout au long de l'année. Cette maison appartenait depuis plus de 40 ans à Marguerite Fontaine, une femme connue dans le voisinage pour sa cordialité et sa routine inébranlable. Marguerite avait 77 ans et avait passé la majeure partie de sa vie dans cette maison. Son défunt mari Maurice l'avait achetée peu après leur mariage, à l'époque où le quartier était encore considéré comme un lotissement prometteur pour les jeunes familles. Ensemble, ils y avaient élevé leur fille unique Claudine, avaient célébré des anniversaires, décoré des sapins de Noël et apprécié les tranquilles après-midi du dimanche où la vie suivait son cours paisible. Maurice avait succombé à une crise cardiaque 11 ans auparavant, et depuis lors, Marguerite continuait sa vie seule, avec la même discipline et dignité qui l'avait caractérisée toute sa vie. Chaque matin, elle se levait à 6 heures, avant même que les premiers rayons de soleil ne filtrent à travers les rideaux. Elle se préparait une tasse de café, toujours avec une cuillère de sucre et un nuage de lait, et s'asseyait à la petite table de la cuisine pour lire le journal. Cette habitude, elle l'avait héritée de Maurice, qui ne quittait jamais la maison sans sa lecture matinale. Pour Marguerite, ce rituel était plus qu'une simple habitude. C'était un lien avec lui, un dialogue silencieux avec le passé qui l'aidait à supporter la solitude du quotidien. Les voisins connaissaient son emploi du temps aussi bien que le leur. À 8 heures, elle ouvrait la porte d'entrée pour récupérer le journal dans la boîte aux lettres. À 10 heures, elle se rendait chez le boulanger du coin, où elle commandait toujours la même chose, un pain de seigle et 2 petits pains. Les mercredis, elle visitait le marché hebdomadaire sur la place de la mairie. Et les dimanches, elle ne manquait jamais la messe du matin dans la petite église catholique au bout de la rue principale. Cette constance lui procurait un sentiment de sécurité et donnait aux gens autour d'elle le sentiment réconfortant que, dans un monde plein de changements, certaines choses restaient immuables. Paulette Renaud, sa voisine depuis plus de 30 ans, qualifiait souvent Marguerite de cœur de la rue. Les deux femmes s'étaient rencontrées alors que leurs enfants étaient encore petits et jouaient ensemble dans le jardin. Au fil des décennies, cette connaissance de voisinage s'était transformée en une amitié profonde. Elles se retrouvaient chaque jeudi après-midi pour le café, alternant entre le salon de Marguerite et la cuisine de Paulette. Lors de ces rencontres, elles parlaient de tout ce qui les préoccupait, la hausse des prix au supermarché, la santé de leur corps vieillissant, les soucis concernant leurs enfants et petits-enfants qui menaient leur propre vie et trouvaient rarement le temps de leur rendre visite. La fille de Marguerite, Claudine, avait quitté l'Allemagne 15 ans auparavant pour émigrer au Canada avec son petit ami de l'époque. La relation s'était brisée après quelques années, mais Claudine était restée à Montréal, où elle travaillait comme infirmière et avait construit une nouvelle vie. La distance entre mère et fille n'était pas seulement géographique. Les appels téléphoniques devenaient plus rares, les visites des exceptions coûteuses, et à un moment donné, un silence s'était installé entre elles qu'aucune des deux n'osait briser. Marguerite en parlait rarement, mais Paulette savait combien cette perte rongeait son amie. Ce qui préoccupait cependant le plus Marguerite, c'était son petit-fils Fabien. Il était le seul enfant que Claudine avait eu avant son émigration, et pendant quelques années, il avait vécu chez sa grand-mère tandis que sa mère essayait de s'établir au Canada. Marguerite avait adoré cette période. Elle avait appris à lire au petit garçon, avait fait des puzzles avec lui et lui avait raconté des histoires d'autrefois. Quand Claudine l'avait finalement repris avec elle, la séparation avait été déchirante. Fabien avait alors 12 ans, et Marguerite lui avait promis qu'elle serait toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Les années passèrent, et le garçon sensible devint un jeune homme dont la vie ne prit pas le chemin que tous avaient espéré. Fabien avait eu des difficultés à l'école, avait changé plusieurs fois de formation et n'avait jamais vraiment trouvé sa place.
Au début de la vingtaine, il était retourné en Allemagne, soi-disant pour prendre un nouveau départ. Marguerite l'avait accueilli à bras ouverts, lui avait payé un petit appartement et l'avait soutenu financièrement autant qu'elle le pouvait. Mais les espoirs qu'elle plaçait en lui étaient sans cesse déçus. Les emplois étaient commencés puis abandonnés après quelques semaines. Les relations échouaient, l'argent disparaissait de manière inexplicable. Au fil du temps, Marguerite avait appris à ne pas poser trop de questions. Elle voulait croire au bon côté de son petit-fils, au petit garçon qui avait autrefois écouté ses histoires avec des yeux brillants. Quand il lui demandait de l'argent, elle le lui donnait, même si elle savait qu'il ne serait probablement pas dépensé pour ce qu'il prétendait. Elle se persuadait que la famille restait soudée quoi qu'il arrive. Cet amour inconditionnel, qu'elle avait considéré toute sa vie comme une vertu, allait s'avérer être sa plus grande faiblesse. Par un froid soir de novembre, alors que le premier gel de l'année recouvrait les rues d'une fine couche de glace, on sonna à la porte de Marguerite. Elle n'attendait personne, car Paulette avait annulé sa visite à cause d'un rhume. Quand elle regarda par le judas, elle reconnut la silhouette familière de son petit-fils. Fabien se tenait devant la porte, un sac à dos élimé sur l'épaule, le visage émacié et fatigué. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. Marguerite ouvrit la porte et le regarda avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Ses vêtements étaient froissés, sa barbe négligée, et dans ses yeux se lisait une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Ce n'était pas seulement de l'épuisement. Il y avait quelque chose de traqué, quelque chose de désespéré qui l'inquiétait. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il parlait déjà. Il raconta une idée commerciale qui avait échoué, des dettes qu'il ne pouvait pas payer, des gens qui lui voulaient supposément du mal. Ces mots venaient précipitamment, presque dans la hâte, comme s'il ne voulait pas lui laisser le temps de réfléchir ou de poser des questions. Elle le laissa entrer comme elle l'avait toujours fait. Elle le conduisit dans la cuisine chaude, mit de l'eau à chauffer pour le thé et écouta pendant qu'il racontait son histoire. Les détails étaient vagues, les explications contradictoires, mais Marguerite ne l'interrompit pas. Elle était fatiguée et une partie d'elle voulait simplement croire que cette fois, tout serait différent. Quand il demanda finalement s'il pouvait rester chez elle quelque temps, elle acquiesça sans hésiter. C'était une décision qui allait changer sa vie pour toujours, même si à ce moment-là, elle ne pouvait pas imaginer quelle obscurité était entrée par la porte avec son petit-fils. Cette nuit-là, Marguerite resta longtemps éveillée dans son lit, écoutant les bruits inhabituels dans la maison. Elle entendait Fabien aller et venir dans la chambre d'amis, entendait le grincement des vieilles lattes sous ses pas. Un sentiment de malaise se répandit dans sa poitrine, un instinct qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais elle repoussa cette pensée et se convainquit que tout irait bien. La famille était la famille, et son petit-fils avait besoin d'elle. Que pouvait-il bien se passer dans cette maison silencieuse, dans cette rue tranquille, où rien n'avait changé depuis des décennies? Les premiers jours après l'arrivée de Fabien se déroulèrent dans une normalité trompeuse. Marguerite prépara la chambre d'amis pour lui, changea les draps et vida la vieille armoire pour qu'il puisse ranger ses maigres possessions. Elle cuisinait ses plats préférés de l'enfance, soupe de pommes de terre avec des saucisses et tarte aux pommes avec de la crème à la vanille, dans l'espoir que des repas chauds et un toit sûr au-dessus de la tête l'aideraient à se remettre sur pied. Fabien mangeait en silence, hochait occasionnellement la tête quand elle disait quelque chose, puis se retirait généralement dans sa chambre où il fixait son téléphone pendant des heures. Marguerite essayait de ne pas trop interpréter. Les jeunes gens étaient différents de nos jours, se disait-elle. Ils communiquaient par leurs appareils, vivaient dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais à chaque semaine qui passait, il devenait plus difficile d'ignorer les changements dans sa propre maison. Fabien dormait jusqu'en plein après-midi, alors qu'elle se levait depuis des décennies avec les premières lueurs. Il laissait de la vaisselle sale dans l'évier, des vêtements sur le sol de la salle de bain, et oubliait régulièrement d'éteindre la lumière quand il quittait une pièce. Ces petites négligences, insignifiantes prises individuellement, s'additionnaient pour former une source constante de frustration silencieuse. Ce qui inquiétait cependant le plus Marguerite,
C'étaient les appels téléphoniques. Fabien les passait toujours derrière une porte fermée, parlait à voix basse et semblait souvent irrité ou abattu ensuite. Une fois, alors qu'elle passait accidentellement devant sa chambre, elle l'entendit dire qu'il avait besoin de plus de temps et que l'argent viendrait bientôt. Elle ne s'arrêta pas pour en entendre plus, car cela lui aurait semblé impoli. Mais les mots restèrent accrochés dans sa tête comme un arrière-goût désagréable dont elle ne pouvait pas se débarrasser. 3 semaines après son arrivée, Fabien lui parla directement d'argent pour la première fois. C'était un dimanche matin et Marguerite venait de rentrer de la messe. Elle n'avait pas encore enlevé son manteau quand il apparut dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et des cernes sombres sous les yeux. Il s'assit en face d'elle à table et commença à parler sans la regarder. Sa voix était plate, presque monotone, comme s'il récitait un texte qu'il avait répété auparavant. Il parla d'une opportunité commerciale, d'un investissement sûr qu'un ami lui avait proposé. Tout ce dont il avait besoin, c'était 3 000 € pour commencer. En quelques mois, il aurait doublé l'argent et pourrait lui rembourser tout ce qu'elle avait jamais dépensé pour lui. Marguerite écouta, et une partie d'elle voulait le croire. Elle se souvenait du petit garçon qui s'était assis sur ses genoux et lui avait promis qu'un jour il deviendrait un homme prospère. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait accumulé 70 ans d'expérience de vie, reconnaissait les schémas. Elle avait entendu ces histoires trop souvent, avait donné de l'argent trop souvent qui n'était jamais revenu. Cette fois, elle hésita. Elle dit qu'elle devait y réfléchir et vit son visage s'assombrir. Il se leva brusquement, marmonna quelque chose d'incompréhensible et disparut à nouveau dans sa chambre. La porte claqua avec une force qui fit trembler toute la maison. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la maison changea notablement. Fabien lui parlait à peine, et quand il le faisait, une irritation sous-jacente résonnait dans sa voix. Il allait et venait à des heures irrégulières, parfois au milieu de la nuit, et Marguerite restait éveillée à écouter la porte d'entrée claquer. Elle se demandait où il allait et qui il rencontrait, mais elle n'osait pas demander. La distance entre eux grandissait chaque jour, et la maison qui lui avait autrefois été si familière lui semblait étrangère, comme si un intrus avait fait irruption dans sa vie. Paulette remarqua le changement lors d'une de leurs rencontres du jeudi. Marguerite semblait absente, répondait aux questions par monosyllabes et regardait nerveusement vers la porte comme si elle attendait quelqu'un. Quand Paulette demanda prudemment ce qui se passait, Marguerite minimisa la situation. Elle dit que Fabien vivait temporairement chez elle et qu'il était parfois un peu fatigant de s'habituer à de la compagnie après toutes ces années seules. Paulette hocha la tête avec compréhension, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Elle connaissait son amie depuis 3 décennies et savait quand elle cachait quelque chose, mais elle n'insista pas, respectant les limites que Marguerite avait tracées. C'était une décision qu'elle allait amèrement regretter plus tard. Le premier incident majeur se produisit début décembre. Marguerite avait retiré son relevé de compte à la banque comme chaque mois et découvrit en l'examinant que 200 € manquaient. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir retiré ce montant et la transaction avait eu lieu un jour où elle n'avait pas quitté la maison. Au début, elle pensa à une erreur bancaire et voulut se renseigner le lendemain. Mais ensuite, elle se souvint que sa carte bancaire n'était plus à sa place habituelle dans le tiroir de la cuisine depuis quelques jours. Elle avait supposé qu'elle l'avait elle-même égarée, comme cela lui arrivait plus souvent ces derniers temps. Maintenant, un autre soupçon la gagnait, un soupçon qu'elle osait à peine formuler. Ce soir-là, elle ne confronta pas directement Fabien. À la place, elle demanda en passant s'il avait par hasard vu sa carte. Il nia sans lever les yeux de son téléphone, et elle laissa tomber le sujet. Mais à partir de ce moment, elle commença à regarder de plus près. Elle vérifiait ses documents plus fréquemment, comptait l'argent liquide dans son sac à main et faisait attention à l'endroit où elle gardait les documents importants. Ce qu'elle découvrit dans les semaines suivantes confirma ses pires craintes. D'autres retraits apparaissaient sur ses relevés de compte, de petits montants d'abord, puis de plus gros.
Une fois, 500 € manquaient d'un coup, une autre fois 350. Marguerite faisait face à un dilemme qui la déchirait. Sa raison lui disait qu'elle devait agir, qu'elle devait confronter son petit-fils, ou peut-être même contacter les autorités. Mais son cœur refusait de faire ce dernier pas. Fabien était sa chair et son sang, le seul membre de la famille qui vivait encore près d'elle. Le dénoncer signifierait couper le dernier lien qu'elle avait encore avec sa fille, et avec la famille qu'elle avait toujours désirée. Alors elle se tut, espéra une amélioration, et se convainquit que ce n'était qu'une phase, qu'il reviendrait tôt ou tard à la raison. La période de Noël arriva et passa sans la chaleur que Marguerite avait ressentie les années précédentes. Elle décora un petit sapin dans le salon, comme elle l'avait toujours fait, et prépara un repas de fête pour 2 personnes. Fabien n'apparut qu'en fin de soirée, visiblement ivre, et disparut à nouveau dans sa chambre après quelques minutes. Marguerite mangea seule à la table dressée, entourée par le silence d'une maison qui avait autrefois été pleine de vie. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois depuis la mort de son mari, doucement et cachée dans l'obscurité de sa chambre, tandis que dans la pièce voisine, son petit-fils sombrait dans un sommeil agité. Janvier apporta des températures glaciales et une nouvelle escalade. Fabien avait entre-temps abandonné toute retenue et exigeait ouvertement de l'argent à sa grand-mère. Ses excuses devenaient plus effrontées, ses demandes plus élevées. Quand elle hésitait ou posait des questions, il réagissait par des accès de colère qui l'effrayaient. Il ne la frappait jamais, mais ses mots étaient comme des coups, pleins de mépris et de reproches. Il l'accusait d'être avare, de lui refuser son héritage, de le traiter comme un mendiant. Marguerite, qui n'avait jamais pu supporter de voir quelqu'un souffrir, cédait encore et encore, juste pour maintenir la paix, juste pour mettre fin aux scènes terribles. À la mi-février, elle avait perdu le compte de tout l'argent qui avait disparu. Ses économies, qu'elle avait laborieusement constituées pendant des décennies, fondaient comme neige au soleil du printemps. Sa retraite mensuelle suffisait à peine à couvrir les dépenses courantes, et pour la première fois de sa vie, elle s'inquiétait de pouvoir payer ses factures. La situation était devenue intenable, et quelque part au fond d'elle, Marguerite savait qu'elle devait agir. Par un froid soir de février, quand Fabien rentra une fois de plus tard dans la nuit, elle prit une décision. Elle lui parlerait, une dernière fois, et lui ferait comprendre que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle lui donnerait un délai pour trouver son propre logement. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eue à faire, mais elle ne voyait plus d'autre issue. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas deviner, c'était que Fabien avait déjà forgé ses propres plans. Des plans nés dans les recoins les plus sombres de son désespoir, et qui ne tenaient aucun compte des liens familiaux ou de la morale humaine. La confrontation qu'elle avait prévue pour le lendemain aurait lieu, mais elle prendrait une tournure complètement différente de tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. La soirée du 17 février commença comme toutes les autres ces dernières semaines. Marguerite avait préparé un simple dîner, du pain avec du fromage et un bol de soupe, qu'elle mangea seule à la table de la cuisine. Fabien n'avait pas été visible de toute la journée, s'était enfermé dans sa chambre et n'était entré dans la cuisine qu'une seule fois, pour prendre une bouteille d'eau. Il ne l'avait même pas regardée, était passé devant elle comme si elle était un meuble, une partie du décor qui ne méritait aucune attention. Cette indifférence blessait Marguerite plus que ses accès de colère, car elle lui montrait à quel point ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Après le dîner, elle s'assit dans le salon et essaya de se concentrer sur une émission de télévision. Mais ses pensées tournaient sans cesse autour de la conversation qu'elle avait prévue pour le lendemain matin. Elle avait préparé ses mots, avait essayé de trouver un ton qui soit ferme mais pas blessant. Elle lui dirait qu'elle l'aimait, qu'elle serait toujours là pour lui, mais que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle lui donnerait 1 mois pour trouver son propre logement et lui proposerait de payer le 1er mois de loyer. C'était une proposition équitable, se disait-elle, une dernière tentative de sauver la relation avant qu'elle ne se brise complètement. Vers 21h, elle entendit la porte de la chambre de Fabien s'ouvrir et ses pas dans l'escalier.
Il entra dans le salon, ce qui était inhabituel, car normalement il ne quittait sa chambre que tard dans la nuit. Son visage était tendu, ses yeux avaient un éclat fiévreux, et il s'assit en face d'elle dans le fauteuil qui avait autrefois appartenu à son mari. Pendant un moment, le silence régna, un silence lourd et oppressant qui semblait condenser l'air dans la pièce. Puis il commença à parler, et ses mots glacèrent le sang de Marguerite. Il avait besoin d'argent, immédiatement, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, cette nuit. 15 000 € pour être précis, une somme qui épuiserait presque entièrement ses économies restantes. Il parla de gens à qui il devait de l'argent, des gens dangereux qui n'avaient plus de patience. S'il ne payait pas, il viendrait, pas seulement pour lui, mais aussi pour elle. Il peignit des images de violence et de vengeance, de fenêtres fracassées et d'attaques nocturnes, et sa voix tremblait d'un mélange de peur et d'agressivité. Marguerite écoutait, et son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau captif contre les barreaux de sa cage. Pour la première fois en toutes ces semaines, en toutes ces années, elle dit non. Le mot sortit doucement de sa bouche, à peine plus qu'un murmure, mais il résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Elle dit qu'elle n'avait plus d'argent, qu'il avait déjà pris tout ce qu'elle pouvait se permettre de donner. Elle dit qu'elle ne pouvait plus l'aider, qu'il devait s'adresser à quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait, mais elle soutint son regard, pour la première fois depuis qu'il avait emménagé. C'était un moment de force, né du désespoir et de la prise de conscience qu'elle n'avait plus rien à perdre. La réaction de Fabien ne fut pas immédiatement visible. Il resta assis, immobile, les mains sur les accoudoirs du fauteuil, et la fixa comme si elle avait parlé une langue étrangère. Puis, lentement, son visage commença à changer. Le masque du besoin qu'il avait porté si longtemps tomba et révéla quelque chose en dessous, quelque chose de froid et de calculateur que Marguerite n'avait jamais vu chez lui. Il se leva, s'approcha d'elle, et ses mouvements avaient quelque chose de prédateur, quelque chose de guettant qui la fit instinctivement reculer. Il parla à nouveau, mais cette fois, son ton était différent. Fini les supplications, fini le désespoir. À la place, il y avait une détermination d'acier, une menace qu'il n'avait même pas besoin de mettre en mots. Il lui rappela qu'ils étaient seuls dans cette maison, que personne ne l'entendrait si elle criait. Il demanda où elle gardait ses papiers, ses informations de compte, ses identifiants pour la banque en ligne. Ses questions étaient précises, méthodiques, comme s'il avait planifié ce moment depuis longtemps, comme si tout ce qui s'était passé avant n'était qu'une préparation pour cet instant unique. Marguerite se leva de son fauteuil. Ses vieux os protestèrent, mais la poussée d'adrénaline couvrit toute douleur. Elle lui dit de partir, qu'elle appellerait la police s'il ne quittait pas immédiatement sa maison. C'étaient des mots courageux, mais sa voix trahissait sa peur, le tremblement qu'elle ne pouvait pas réprimer. Elle se dirigea vers le téléphone accroché au mur à côté de la porte de la cuisine, mais Fabien fut plus rapide. Il lui barra le chemin, et maintenant il se faisait face dans l'étroit couloir. Lui entre elle et le seul téléphone fixe de la maison. Ce qui se passa ensuite se déroula en quelques secondes. Des secondes qui s'étirèrent en une éternité et qui scellèrent le destin de Marguerite. Elle essaya de passer devant lui, fit un pas sur le côté, mais il l'attrapa par le bras. Sa prise était brutale, ses doigts s'enfonçaient dans sa chair comme des griffes. Elle cria de douleur et essaya de se libérer, mais il était plus fort, tellement plus fort qu'elle. Il la tira en arrière vers le salon et elle trébucha, ses pieds s'emmêlèrent dans les franges du vieux tapis. La chute elle-même fut presque silencieuse. Marguerite tomba en arrière, ses bras battant l'air à la recherche d'une prise qui ne vint pas. L'arrière de sa tête heurta le bord de la massive table en chêne qui se trouvait au même endroit dans le salon depuis 40 ans. Le son fut sourd, écœurant, un bruit qui allait se graver dans la mémoire de Fabien comme une marque au fer rouge. Puis ce fut le silence, un silence absolu et complet qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Marguerite gisait immobile sur le sol, les yeux mi-clos, la bouche formée en une expression muette de surprise. Sous sa tête, une mare sombre s'étendait lentement,
s'infiltrant dans le tapis clair et y laissant un motif qui ressemblait aux pétales d'une fleur grotesque. Fabien se tenait au-dessus d'elle, sa respiration saccadée, ses mains tremblantes. Pendant plusieurs secondes, il ne bougea pas, piégé dans un état entre l'incrédulité et la panique montante. Puis il s'agenouilla à côté d'elle, posa 2 doigts sur son cou, comme il l'avait vu faire dans un film. Il cherchait un pouls, n'importe quel signe de vie, mais il n'y avait rien, seulement la chaleur de sa peau qui commençait déjà à s'estomper. Il appela son nom, d'abord doucement, puis plus fort, secoua ses épaules, mais elle ne réagit pas. Ses yeux fixaient le vide, focalisés sur un point au plafond qu'elle seule pouvait voir. À ce moment, Fabien réalisa ce qu'il avait fait, ce que sa cupidité et son insouciance avaient causé. Les minutes suivantes passèrent dans un brouillard d'impulsions contradictoires. Une partie de lui voulait saisir le téléphone et appeler les urgences, abandonner la responsabilité, accepter les conséquences. Mais une autre partie, celle qui l'avait guidé toute sa vie, celle qui cherchait toujours une issue, prit le contrôle. Il pensa à la prison, aux années derrière les barreaux, à tout ce qu'il perdrait. Il pensa à sa retraite qui était versée chaque mois sur son compte, aux économies qui restaient, à la maison qui lui reviendrait peut-être si personne ne découvrait ce qui s'était passé ici. Fabien se leva et regarda autour de lui dans le salon, comme s'il le voyait pour la première fois. Les rideaux étaient tirés, personne ne pouvait voir de l'extérieur. Les voisins les plus proches étaient assez loin pour qu'un cri reste inaudible. Il avait du temps pour réfléchir, du temps pour planifier. Son regard tomba sur la porte de la cave au bout du couloir, une lourde porte en bois qui menait aux pièces non chauffées au sous-sol. Une pensée se forma dans sa tête, une pensée si sombre et répugnante qu'il la repoussa d'abord. Mais elle revint, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne la seule option qu'il voyait encore. Il alla chercher une couverture dans la chambre de sa grand-mère, une épaisse couverture en laine avec un motif floral qu'elle mettait toujours sur ses jambes quand elle regardait la télévision le soir. Avec des mouvements mécaniques, il enveloppa son corps sans vie dedans, évitant de regarder son visage qui semblait l'accuser en silence. Puis il commença à la traîner vers la cave, centimètre par centimètre, à travers le couloir et par la lourde porte, descendant les marches dans l'obscurité. C'était plus difficile qu'il ne l'avait prévu, et il dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle. Mais il continua, poussé par un instinct de survie qui étouffait toute impulsion morale. Dans la cave, il faisait froid et humide, et l'odeur de moisissure et de vieilles pommes de terre flottait dans l'air. Contre le mur du fond se trouvait un petit débarras qui avait autrefois servi de cave à charbon, et que plus personne n'avait pénétré depuis des années. C'est là qu'il la déposa, entouré d'objets oubliés et de la poussière des décennies passées. Il ferma la porte derrière lui, s'y adossa et respira lourdement. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient tachées de sang, et dans sa tête, il y avait un bourdonnement qui noyait toutes les autres pensées. Quand il remonta enfin, la nuit était déjà bien avancée. Le salon ressemblait à une scène de crime, ce qu'il était effectivement. La tache de sang sur le tapis brillait sombrement dans la lumière du lampadaire, une accusation qu'il devait éliminer. Dans les heures qui suivirent, Fabien frotta le sol, essuya chaque goutte de sang qu'il voyait et roula le tapis taché pour s'en débarrasser plus tard. Il travaillait avec une efficacité qui le surprit lui-même, comme s'il s'était préparé toute sa vie pour ce moment. Quand les premiers rayons de soleil filtrèrent à travers les rideaux, le salon était propre. Personne n'entrerait et ne devinerait ce qui s'était passé ici. Fabien était assis épuisé à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant lui, fixant le vide. La panique avait cédé la place à un vide engourdi, un état où tout semblait irréel, comme un mauvais rêve dont il allait se réveiller à tout moment. Mais il ne se réveilla pas. C'était la réalité, sa réalité, et il devait trouver un moyen de vivre avec. Dans la cave, derrière la porte fermée de l'ancienne cave à charbon, sa grand-mère gisait dans l'obscurité, la femme qui l'avait élevée, qui l'avait aimé inconditionnellement, qui lui avait fait confiance jusqu'au bout. Et tandis que le monde dehors s'éveillait et qu'un nouveau jour commençait,
Pour Fabien commençait un cauchemar qui allait le poursuivre pour le reste de sa vie. Les premiers jours après cette nuit, Fabien les passa dans un état de tension permanente. Chaque bruit de la rue le faisait sursauter, chaque sonnerie à la porte faisait s'emballer son pouls. Il ne dormait presque plus, et quand il s'assoupissait, il était hanté par des cauchemars dans lesquels sa grand-mère revenait de la cave et le fixait avec des yeux vides. La maison qui lui avait autrefois semblé un refuge s'était transformée en prison dont les murs semblaient se rapprocher chaque jour. Mais malgré son déchirement intérieur, Fabien fonctionnait avec une efficacité effrayante. Le premier matin après l'acte, il se réveilla tôt et commença immédiatement à élaborer un plan. Il savait que les gens demanderaient où était sa grand-mère. Elle avait des amis, des voisins, une routine qu'elle entretenait depuis des décennies. Sa disparition soudaine serait remarquée s'il ne fournissait pas une explication convaincante. Alors il s'assit devant le vieil ordinateur dans le bureau et commença à ériger les fondations de ses mensonges. D'abord, il fouilla la boîte mail de Marguerite et lut la correspondance qu'elle avait eue avec sa fille Claudine au Canada. Les messages étaient rares, souvent espacés de plusieurs mois, et le ton était distant, presque formel. Il était évident que la relation entre mère et fille souffrait depuis longtemps. Fabien y vit une opportunité. Une femme qui avait si peu de contact avec sa fille pouvait facilement prétendre vouloir lui rendre visite pour arranger les choses. Alors il rédigea un email au nom de Marguerite, dans lequel il annonçait qu'elle avait décidé de s'envoler pour Montréal afin de passer du temps avec Claudine. Le voyage était spontané, écrivit-il, une décision du cœur qui ne souffrait aucun délai. Le défi suivant consistait à faire paraître la maison comme si sa grand-mère était vraiment partie en voyage. Il fit une valise avec ses vêtements et la posa dans le couloir, au cas où quelqu'un regarderait par la fenêtre. Il rassembla ses articles de toilette de la salle de bain et les cacha dans la cave, avec d'autres objets personnels qui pourraient trahir son absence. Son manteau, qu'elle portait chaque jour, il le rangea tout au fond de l'armoire. Ses pantoufles disparurent sous le lit. Chaque détail comptait, chaque petite chose pouvait être le fil qui ferait s'effilocher son histoire soigneusement construite. Le troisième jour, il osa sortir de la maison pour la première fois. Il alla à la banque, armé de la carte bancaire de Marguerite et de son code PIN qu'il avait mémorisé des semaines auparavant. Au distributeur, il retira le montant maximum journalier, 500 €, et répéta l'opération les jours suivants. L'argent, il le fourra dans une vieille boîte à chaussures qu'il cacha sous son lit. Il savait que les retraits soulèveraient tôt ou tard des questions, mais il avait besoin de liquide pour survivre, et la retraite de sa grand-mère n'arriverait que dans 2 semaines. La retraite. À cette pensée, Fabien ressentit quelque chose comme du soulagement. Chaque mois, 1200 € étaient versés sur le compte de Marguerite, une somme qui suffirait à rembourser ses dettes les plus urgentes et à maintenir l'apparence d'une vie normale. Tout ce qu'il avait à faire était de maintenir la façade, de ne donner à personne une raison de se méfier et d'attendre que suffisamment de temps soit passé pour planifier une prochaine étape plausible. Peut-être pourrait-il prétendre qu'elle avait décidé de rester au Canada. Peut-être pourrait-il vendre la maison et disparaître avant que quiconque ne découvre la vérité. Mais la réalité de la situation le rattrapait sans cesse, surtout la nuit, quand il était allongé seul dans la maison sombre et que le silence pesait sur lui comme un fardeau. Sous lui, à quelques mètres seulement, le corps de sa grand-mère se décomposait dans le froid humide de la cave. Il essayait de ne pas y penser, essayait de chasser l'image de son esprit, mais c'était impossible. Parfois, aux premières heures du matin, il croyait entendre des bruits venant de la cave, un craquement, un froissement, comme si quelque chose bougeait là en bas. Il savait que c'était son imagination, le produit de sa mauvaise conscience, mais cela suffisait à le tenir éveillé jusqu'à l'aube. Après une semaine, un autre problème commença à se dessiner, l'odeur. Il la remarqua d'abord dans le couloir, un souffle douceâtre et âcre qui se mêlait à l'air vicié de la vieille maison. Au début, il se persuada que cela venait des sacs poubelles qu'il avait laissés dans la cuisine. Mais l'odeur devint plus forte, plus pénétrante, et bientôt,
il fut clair qu'elle montait de la cave. Fabien en connaissait la cause, même s'il ne voulait pas la nommer. La décomposition avait commencé, un processus naturel qu'on ne pouvait ni arrêter ni ignorer. Il agit vite, poussé par la peur que quelqu'un ne remarque l'odeur. Au magasin de bricolage, il acheta plusieurs bouteilles d'eau de Javel, des désodorisants de tous les parfums imaginables et des rouleaux de plastique épais. De retour à la maison, il ferma la porte de la cave aussi bien qu'il put, bourra les fissures avec des serviettes humides et colla les bords avec du ruban d'emballage. Puis il installa un ventilateur électrique dans la cage d'escalier qui devait pousser l'air vers le haut et hors d'une fenêtre entr'ouverte. Les désodorisants, il les répartit dans toute la maison, jusqu'à ce que l'odeur de fleurs artificielles et de produits chimiques soit si forte qu'elle lui donnait mal à la tête. Ces mesures ne suffirent cependant pas à résoudre complètement le problème. L'odeur allait et venait selon la température et l'humidité, et il y avait des moments où Fabien devait quitter la maison parce que la nausée le submergeait. Il commença à se nouer une écharpe autour de la bouche et du nez quand il traversait le couloir, et restait le moins possible dans les pièces les plus proches de la cave. C'était une vie misérable, une vie dans la peur et le dégoût constant. Mais il ne voyait pas d'autre issue. Abandonner signifiait la prison, signifiait la fin de tout ce à quoi il s'accrochait encore. Dans la deuxième semaine, on sonna pour la première fois à la porte. Fabien se figea au milieu de son mouvement, son cœur battant si fort qu'il était convaincu qu'on devait l'entendre dans toute la maison. Il se glissa vers la fenêtre et regarda par l'entrebâillement des rideaux. Dehors se tenait Paulette Renaud, la voisine, une boîte Tupperware dans les mains et une expression inquiète sur le visage. Elle attendit un moment, sonna à nouveau, et Fabien se plaqua contre le mur comme si elle pouvait le voir à travers la vitre. Après ce qui sembla une éternité, elle abandonna et s'en alla. Mais Fabien savait qu'elle reviendrait. Il se souvenait que sa grand-mère avait mentionné un jour comment elle et Paulette se retrouvaient chaque jeudi pour le café. On était mercredi, ce qui signifiait qu'il devait avoir une explication prête pour le lendemain. Alors, il se rassit devant l'ordinateur et envoya un autre email, cette fois à l'adresse que Paulette avait donnée à sa grand-mère. Il s'excusa pour la précipitation, expliqua qu'elle s'était envolée spontanément pour le Canada et demanda compréhension pour le fait qu'elle n'avait pas pu dire au revoir en personne. Le vol était parti plus tôt que prévu, le voyage précipité, mais elle donnerait des nouvelles dès son arrivée. Paulette répondit le soir même. Son message était court, mais son ton était étrange, presque méfiant. Elle souhaita bon voyage et demanda quand Marguerite reviendrait. Fabien répondit vaguement, parlant de plusieurs semaines, peut-être un mois, et espéra que l'imprécision suffirait à repousser d'autres questions. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Paulette avait relu le message plusieurs fois et ne pouvait pas se défaire d'un sentiment de malaise. Le choix des mots ne correspondait pas, les fautes d'orthographe habituelles de Marguerite manquaient, l'absence de formule d'adresse personnelle. Tout cela lui semblait étrange. Mais elle garda ses inquiétudes pour elle pour le moment et décida d'attendre. Les semaines passèrent et Fabien s'installa dans son mensonge comme dans un costume mal ajusté. Il allait régulièrement à la banque, retirer de l'argent et payer les factures qui arrivaient dans la boîte aux lettres. Il répondait aux emails adressés à sa grand-mère et maintenait l'illusion qu'elle était quelque part au loin, commençant un nouveau chapitre de sa vie. Il évitait les voisins, ne quittait la maison que quand c'était absolument nécessaire et ne parlait à personne qui le connaissait. De l'extérieur, tout semblait normal. La maison était calme, les rideaux étaient parfois bougés et parfois la lumière brillait aux fenêtres le soir. Mais sous la surface, ça bouillonnait. L'odeur dans la cave devenait pire malgré tous ses efforts, et Fabien commença à quitter la maison la nuit et à errer pendant des heures dans les rues vides, juste pour échapper à l'atmosphère. Il perdait du poids, son visage devenait hagard, et dans ses yeux se lisait une expression traquée qui aurait dû inquiéter quiconque le voyait. Mais personne ne regardait de près, personne ne posait les bonnes questions, et ainsi Fabien continuait à vivre dans son cauchemar autocréé, piégé entre la peur d'être découvert
et la certitude que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'était que les premières fissures dans sa façade étaient déjà devenues visibles. Paulette avait commencé à parler aux autres voisins, avait partagé ses inquiétudes et découvert qu'elle n'était pas la seule à trouver le départ soudain de Marguerite étrange. Les vieilles femmes du quartier, qui vivaient ensemble depuis des décennies et connaissaient les habitudes de leurs corésidents aussi bien que les leurs, commençaient à poser des questions. Et tôt ou tard, ces questions mèneraient à des réponses que Fabien avait essayé d'empêcher à tout prix. Paulette Renaud n'était pas une femme qu'on pouvait facilement éconduire. En ses 70 ans, elle avait appris à écouter son instinct, et cet instinct lui disait depuis des semaines que quelque chose n'allait pas. Les emails qu'elle avait soi-disant reçus de Marguerite sonnaient faux, mécaniques, comme écrits par quelqu'un qui imitait son amie sans vraiment la connaître. Marguerite n'aurait jamais terminé un message sans demander des nouvelles de la santé de Paulette, ou mentionner son chat Henri. Ces petits détails, ces touches personnelles manquaient complètement, et leur absence était aussi flagrante qu'une pièce manquante dans un puzzle par ailleurs complet. Un jeudi matin, exactement 6 semaines après le prétendu départ de Marguerite, Paulette décida de passer à l'action. Elle enfila son manteau d'hiver, mit le bonnet en laine que Marguerite lui avait offert pour Noël il y a des années, et partit à travers le quartier. Son premier arrêt fut chez Gertrude Wenzel, une enseignante à la retraite qui habitait 2 maisons plus loin et qui était également amie avec Marguerite depuis des décennies. Les 2 femmes s'assirent dans la cuisine de Gertrude et parlèrent à voix basse, comme si les murs avaient des oreilles. Gertrude partageait les inquiétudes de Paulette. Elle aussi avait trouvé le départ soudain étrange, surtout parce que Marguerite avait été chez elle quelques jours seulement auparavant et n'avait pas mentionné un mot d'un voyage. Au contraire, elle avait parlé de la difficulté de vivre sous le même toit que Fabien et avait laissé entendre qu'elle devrait bientôt lui dire de trouver son propre appartement. Cette déclaration ne correspondait pas à un vol spontané vers le Canada pour réparer la relation avec sa fille. Gertrude se souvenait aussi que Marguerite avait peur de l'avion et n'avait plus pris un seul vol depuis la mort de son mari. L'idée qu'elle soit montée dans un avion sans prévenir semblait absurde. Les 2 femmes décidèrent d'interroger d'autres voisins. Au cours de la journée, elles parlèrent à une demi-douzaine de personnes qui avaient connu Marguerite, et les histoires qu'elles entendirent renforcèrent leur inquiétude. Le boulanger, au bout de la rue, raconta que Marguerite n'avait plus acheté chez lui depuis plus d'1 mois, alors qu'elle était venue chaque matin pendant des années. Le facteur mentionna qu'il avait déposé plusieurs lettres dans la boîte aux lettres qui était visiblement restée non ouverte. Et une jeune mère qui passait régulièrement devant la maison de Marguerite avec sa poussette rapporta une étrange odeur qu'elle avait perçue quelques semaines auparavant en passant devant la porte d'entrée. Ce dernier indice fit dresser l'oreille à Paulette. Elle se souvenait qu'elle-même avait remarqué une odeur inhabituelle quand elle s'était tenue devant la maison en attendant une réponse. À l'époque, elle l'avait attribuée à des produits de nettoyage, signe que quelqu'un faisait le ménage. Mais maintenant, à la lumière des autres incohérences, ce détail aussi apparaissait sous un jour différent. Et si l'odeur n'avait rien à voir avec le nettoyage? Et si elle indiquait quelque chose de bien plus inquiétant? Ce soir-là, Paulette était assise seule dans son salon en proie à un conflit intérieur. L'idée d'appeler la police lui semblait exagérée, presque hystérique. Que devait-elle dire? Que son amie écrivait des emails étranges et était partie en voyage spontanément? Les agents allaient probablement rire d'elle et lui conseiller de ne pas s'inquiéter. Mais le sentiment de malaise dans son estomac ne pouvait pas être ignoré. Finalement, elle décrocha le téléphone et composa le numéro du commissariat local. Pas le numéro d'urgence, mais le numéro régulier pour les affaires non urgentes. L'agent à l'autre bout de la ligne écouta patiemment pendant que Paulette exposait ses inquiétudes. Elle parla du départ soudain, des emails étranges, de l'odeur devant la maison et du fait que personne dans le quartier n'avait vu Marguerite depuis des semaines. L'agent prit des notes et promit que quelqu'un passerait pour vérifier. Ce n'était pas une priorité, souligna-t-il,
mais ils enverraient une voiture de patrouille quand ils auraient le temps. Paulette remercia et raccrocha, sans savoir si son appel aurait un quelconque effet. 2 jours plus tard, par un gris samedi matin, une voiture de police s'arrêta devant la maison de la famille Fontaine. 2 agents, un homme âgé avec une moustache grise et une jeune femme aux cheveux sévèrement tirés en arrière, sortirent et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Fabien, qui se tenait à la fenêtre et regardait la rue, sentit son cœur s'arrêter. Il avait su que ce moment viendrait, l'avait répété pendant d'innombrables nuits sans sommeil, mais maintenant qu'il était vraiment arrivé, il se sentait complètement non préparé. La sonnerie transperça le silence de la maison comme un choc électrique. Fabien resta immobile un moment, puis se força à aller à la porte. Il prit une profonde inspiration, essaya de contrôler son expression faciale et ouvrit avec un sourire qui lui semblait faux à lui-même. Les agents se présentèrent et expliquèrent qu'ils venaient suite à un signalement de disparition. Une voisine s'était inquiétée, dirent-ils, et ils voulaient juste s'assurer que tout allait bien. Fabien joua son rôle avec une conviction qu'il n'aurait pas cru possible. Il raconta le voyage spontané de sa grand-mère, les emails qu'elle avait envoyés du Canada et son souhait de passer du temps avec sa fille. Il leur montra les billets d'avion imprimés qu'il avait préparés des semaines auparavant comme preuve et proposa de leur montrer les emails s'ils le souhaitaient. Les agents écoutèrent, hochèrent occasionnellement la tête et prirent des notes. La jeune agente jeta un coup d'œil dans le couloir derrière Fabien, mais elle ne vit rien d'inhabituel, juste une maison ordonnée, légèrement renfermée, comme on en trouve souvent chez les personnes âgées. Après environ 20 minutes, les agents semblèrent satisfaits. Ils le remercièrent pour sa coopération et dirent qu'ils considéraient l'affaire comme provisoirement close. Avant de partir, l'agent plus âgé demanda négligemment s'il pouvait jeter un œil dans les autres pièces, juste par sécurité. Fabien sentit son estomac se nouer, mais il se força à hocher la tête de manière détendue. Il les conduisit à travers le salon, la cuisine et le couloir du rez-de-chaussée. Quand ils passèrent devant la porte de la cave, la jeune agente demanda ce qu'il y avait derrière. Fabien répondit vite, peut-être trop vite, que c'était juste une vieille cave, pleine de bric-à-brac et de toiles d'araignée, et que sa grand-mère n'y était plus entrée depuis des années. L'agente hésita un moment, puis hocha la tête et continua. Quand la voiture de patrouille finit par partir, Fabien s'adossa à la porte fermée et expira. Ses mains tremblaient, sa chemise était trempée de sueur, mais il avait réussi. Il les avait convaincus, du moins pour l'instant. Mais alors qu'il se tenait là, essayant de calmer son pouls affolé, il savait que ce n'était qu'un sursis. La voisine qui avait appelé la police n'abandonnerait pas. Elle continuerait à poser des questions, à creuser, jusqu'à ce qu'elle trouve la vérité. Et tôt ou tard, quelqu'un insisterait pour voir la cave. Dans les semaines qui suivirent, l'état de Fabien se détériora rapidement. Il mangeait à peine, ne dormait que par courtes phases, interrompues par des cauchemars, et passait des heures à errer dans la maison comme un fantôme. L'odeur de la cave était maintenant devenue si forte que même avec les fenêtres fermées et les ventilateurs en marche, elle ne pouvait plus être ignorée. Il achetait des quantités industrielles de désodorisants et de désinfectants, mais rien n'aidait vraiment. La maison sentait la mort, et quiconque y entrerait le remarquerait immédiatement. Paulette, entre-temps, n'avait pas abandonné. La visite de la police ne l'avait pas rassurée, au contraire. Le fait que Fabien ait eu des explications si rapidement prêtes la rendait encore plus méfiante. Elle commença à observer la maison, notant quand la lumière était allumée, et quand elle était éteinte, quand Fabien quittait la maison, et quand il revenait. Elle parla à nouveau aux voisins et apprit que plusieurs d'entre eux avaient remarqué l'odeur qui émanait de la maison. L'un la décrivit comme douceâtre et putride, comme de la viande pourrie, et cette comparaison fit frissonner Paulette. À la mi-mars, presque 2 mois après la disparition de Marguerite, Paulette appela à nouveau la police. Cette fois, son ton était plus urgent, ses arguments plus précis. Elle parla de l'odeur qui émanait de la maison, des voisins qui pouvaient la confirmer, et du fait que personne n'avait vu Marguerite en personne, ni ne lui avait parlé au téléphone depuis son prétendu départ.
Elle mentionna aussi la peur de l'avion de son ami et l'improbabilité qu'elle soit montée dans un avion sans prévenir. L'agent au téléphone promit de transmettre les informations à la police criminelle. 3 jours plus tard, on sonna à nouveau à la porte de Fabien. Cette fois, ce n'étaient pas des agents en uniforme, mais 2 hommes en civil, qui se présentèrent comme le commissaire Dieter Schäfer et son collègue. Le visage de Schäfer était sans expression, ses yeux vigilants, et il portait un dossier sous le bras qui indiquait clairement que ce n'était pas une visite de routine. Il expliqua qu'il y avait de nouvelles informations qui nécessitaient une enquête plus approfondie. Puis il montra à Fabien un mandat de perquisition émis par le tribunal d'instance de Hambourg, qui autorisait la police à fouiller toute la maison, y compris toutes les dépendances et la cave. Fabien fixa le document dans sa main, et pour la première fois depuis cette nuit de février, sa façade s'effondra complètement. Ses épaules s'affaissèrent, son visage devint gris cendre, et dans ses yeux se lisait l'expression d'un homme qui savait que la partie était finie. Il s'écarta sans un mot et laissa les agents entrer. Quand le commissaire Schäfer passa devant lui, il sentit l'odeur qui venait du fond de la maison, et son soupçon devint certitude. Quoi qu'il se soit passé dans cette maison, cela allait être révélé ce jour-là. La perquisition commença au rez-de-chaussée. Le commissaire Dieter Schäfer dirigeait son équipe avec une précision calme, tandis que Fabien était assis sur une chaise dans le salon, surveillé par un agent en uniforme. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux. Son regard était perdu dans le vide, et il ne faisait aucun effort pour répondre aux questions ou offrir des explications. L'énergie qu'il avait dépensée pendant des semaines pour maintenir ses mensonges semblait l'avoir complètement quitté. Il ressemblait à une coquille vide, un homme qui savait déjà que son sort était scellé. Les agents travaillaient méthodiquement à travers les pièces. Ils ouvraient les armoires, fouillaient les tiroirs et documentaient chaque trouvaille avec des photographies et des notes écrites. Dans le bureau, ils trouvèrent l'ordinateur sur lequel Fabien avait rédigé les faux emails. Un technicien mit le disque dur en sécurité pour une analyse ultérieure. Dans la chambre de sa grand-mère, ils découvrirent la boîte à chaussures sous le lit, remplie d'argent liquide et de notes manuscrites sur les dépenses prévues. Chaque détail s'assemblait pour former une image qui prenait de plus en plus clairement les contours d'un crime. Quand l'équipe se tint finalement devant la porte de la cave, l'odeur était déjà accablante. Même à travers les scellements de fortune que Fabien avait installés, un relent douceâtre et putride filtrait, qui fit s'arrêter tout le monde dans la pièce. Le commissaire Schäfer enfila une paire de gants en latex et fit signe à son collègue d'ouvrir la porte. Une vague de puanteur les frappa, si intense que plusieurs agents reculèrent instinctivement. L'un d'eux dut sortir pour vomir. Schäfer lui-même pressa un mouchoir contre sa bouche et son nez et commença à descendre l'escalier raide. La cave était sombre et humide, la seule source de lumière, une ampoule nue au plafond qui projetait une faible lueur jaunâtre. Schäfer laissa son regard balayer la pièce et enregistra les bouteilles de javel vides, les rouleaux de film plastique, le ventilateur électrique qui bourdonnait encore et essayait vainement de faire circuler l'air vicié. Tout cela était des indices, des pièces de puzzle qui dessinaient une image de tentative de dissimulation désespérée. Mais l'horreur véritable attendait derrière la petite porte en bois au fond de la pièce, l'ancienne cave à charbon dont Fabien avait si soigneusement caché l'existence aux premiers agents. La porte était scellée avec plusieurs couches de ruban adhésif, une dernière tentative désespérée d'arrêter l'inévitable. Schäfer coupa le ruban avec un couteau et poussa la porte. La puanteur qui le frappa était indescriptible, un mélange de décomposition, d'humidité et de produits de nettoyage chimique qui ensemble formaient une odeur qu'on n'oubliait jamais. Dans la faible lumière de sa lampe torche, il la vit enfin, les restes mortels de Marguerite Fontaine, enveloppés dans une couverture en laine à motif floral, entourés de films plastiques et de la poussière des années oubliées. Le commissaire resta immobile un moment et contempla la scène devant lui. En 30 ans de police, il avait vu beaucoup de choses, avait appris à maintenir une distance professionnelle,
Mais cette vue le toucha d'une manière qu'il n'avait pas attendue. Une vieille femme, seule, abandonnée, tuée par son propre petit-fils et jetée comme des ordures. Il pensa à sa propre mère, qui vivait dans une maison de retraite dans le Schleswig-Holstein, et dut réprimer l'impulsion de l'appeler immédiatement. Au lieu de cela, il se retourna et remonta lentement l'escalier pour appeler la police scientifique et entamer les prochaines étapes. En haut dans le salon, Fabien avait commencé à parler. Sa voix était monotone, presque robotique, comme s'il récitait un texte que quelqu'un d'autre avait écrit. Il raconta la dispute, l'argent dont il avait besoin, le moment où il l'avait attrapée par le bras et où elle était tombée. Il décrivit comment il s'était tenu là, incapable de bouger, tandis que le sang s'écoulait sous sa tête. Il parla des heures qui suivirent, de la décision de l'emmener à la cave, des semaines de mensonges et du désespoir croissant. Ces mots venaient sans émotion, sans remords, comme s'il parlait de la vie d'un étranger. L'arrestation se fit sans résistance. Fabien se laissa passer les menottes comme s'il s'agissait d'une formalité, d'un acte bureaucratique qui devait être accompli. Quand les agents le conduisirent à la voiture de patrouille, une petite foule s'était déjà rassemblée devant la maison. Des voisins, attirés par la présence policière, se tenaient sur le trottoir et fixaient avec un mélange d'horreur et de curiosité morbide. Paulette Renaud était parmi eux, le visage pâle, les mains tremblantes. Quand Fabien passa devant elle, son regard chercha le sien, mais elle se détourna, incapable de regarder en face l'homme qui avait assassiné sa meilleure amie. L'examen médico-légal confirma ce que le commissaire Schaeffer avait déjà soupçonné. Marguerite Fontaine était morte des suites d'un grave traumatisme crânien, causé par l'impact sur le bord de la table du salon. Le médecin légiste établit que la mort n'avait pas été instantanée. Avec des soins médicaux rapides, elle aurait peut-être survécu. Cette découverte devint plus tard un point central de l'accusation, car elle montrait que Fabien n'avait pas seulement causé sa mort, mais avait aussi délibérément empêché toute possibilité de sauvetage. L'analyse de l'ordinateur révéla toute l'étendue de sa tromperie. Les faux emails, les réservations manipulées, les virements systématiques de son compte vers le sien. Dans les 2 mois entre sa mort et son arrestation, Fabien avait retiré et dépensé plus de 8 000 € des économies et de la retraite de sa grand-mère. L'argent avait été utilisé pour des dettes, pour le jeu, pour un style de vie qu'il n'aurait jamais pu se permettre. Chaque euro était un clou de plus dans son cercueil juridique. Le procès eut lieu l'automne suivant devant le tribunal régional de Hambourg et attira un intérêt médiatique considérable. L'histoire du petit-fils, qui avait tué sa grand-mère et encaissé sa retraite pendant des mois tandis que son corps se décomposait à la cave, bouleversa l'opinion publique. Les journaux rapportaient en détail, les chaînes de télévision diffusaient des reportages spéciaux, et sur les réseaux sociaux, l'affaire était vivement discutée. Fabien Pelletier devint le symbole d'un certain type de crime, de la cupidité qui détruit les liens familiaux et de la froideur qui pousse les gens à des actes inimaginables. La défense tenta de plaider la responsabilité diminuée. L'avocat de Fabien argumenta que son client avait été sous une pression psychique extrême, qu'il avait été menacé par des créanciers et avait agi dans un état de panique. Il présenta des expertises de psychologues qui parlaient de troubles anxieux et d'épisodes dépressifs et demanda la clémence du tribunal. Mais les preuves étaient accablantes et la façon dont Fabien avait agi après le crime, la dissimulation méthodique, le pillage systématique, les mensonges calculés, tout cela plaidait contre la thèse d'un acte spontané de désespoir. Le ministère public requit la réclusion à perpétuité pour homicide involontaire dans un cas particulièrement grave associé à atteinte à la paix des morts, escroquerie et falsification de documents. La procureure, une juriste expérimentée à l'esprit vif et à l'attitude intransigeante, dressa dans son réquisitoire final le portrait d'un homme qui avait traité sa propre grand-mère comme une ressource, comme quelque chose qui pouvait être exploité. Elle parla de la solitude des personnes âgées, de la vulnérabilité de ceux qui font confiance à leur famille et de la responsabilité que chaque être humain
porte envers ses proches. Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience et laissèrent un silence plus lourd que n'importe quel verdict. À la fin d'une longue journée d'audience, le président du tribunal prononça le verdict. Fabien Pelletier fut reconnu coupable d'homicide involontaire dans un cas moins grave, ainsi que d'atteinte à la paix des morts, d'escroquerie en plusieurs cas et de falsification de documents. Le tribunal le condamna à une peine de prison de 15 ans, assortie de l'ordre de rembourser tous les fonds obtenus illégalement. Dans les motifs du jugement, le juge souligna que la dépravation particulière de l'acte ne résidait pas seulement dans le meurtre lui-même, mais dans ce qui avait suivi. La profanation pendant des mois de la mémoire d'une femme qui avait fait confiance à son petit-fils jusqu'au bout faisait de ce crime quelque chose qui dépassait la simple cupidité. Fabien reçut le verdict sans réaction visible. Il fut emmené hors de la salle d'audience et transféré dans un établissement pénitentiaire où il passerait les prochaines années de sa vie. Sa mère Claudine, venue du Canada pour assister au procès, quitta le bâtiment sans un mot aux journalistes qui attendaient. Son visage était un masque de chagrin et de honte, et elle quitterait l'Allemagne le soir même pour ne jamais revenir. Pour le quartier de cette banlieue tranquille de Hambourg, l'affaire fut un traumatisme dont les effets se firent sentir longtemps. La maison de la famille Fontaine resta vide pendant des mois jusqu'à ce qu'elle soit finalement vendue. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec un petit enfant, ne savaient rien de l'histoire qui s'était déroulée entre ces murs. Ils repeigniraient la façade, plantèrent des fleurs dans le jardin et remplirent les pièces de rires et de vie. Mais les habitants plus âgés de la rue, qui se souvenaient encore de Marguerite, ne pouvaient plus regarder la maison sans penser à la femme silencieuse qui y avait vécu et à la fin qui lui avait été réservée. Paulette Renaud parla plus tard dans une interview de l'importance d'écouter ses instincts. Si elle s'était tue, si elle avait gardé ses inquiétudes pour elle, Fabien serait peut-être encore un homme libre aujourd'hui. Et le destin de Marguerite serait resté à jamais caché dans l'obscurité de cette cave. Son courage, malgré les doutes et la peur de paraître ridicule, avait finalement conduit à l'élucidation du crime. C'était une maigre consolation dans une histoire qui n'était faite que de tragédies. Marguerite Fontaine fut finalement enterrée dans le petit cimetière où reposait aussi son mari Maurice. Les funérailles furent simples, suivies seulement par quelques voisins et quelques connaissances de la paroisse. Paulette déposa un bouquet de géraniums sur la tombe, les mêmes fleurs que Marguerite avait toujours fait pousser sur son rebord de fenêtre. Elle resta là longtemps, seule avec ses souvenirs, pensant au jeudi après-midi qu'elle ne passerait plus jamais ensemble. Dans les semaines suivant l'enterrement, la communauté érigea un petit mémorial dans l'église, une plaque avec le nom de Marguerite et les dates de sa vie. En dessous se trouvait un verset que le curé avait choisi, des mots sur la confiance et la trahison, sur la fragilité des liens humains et l'espoir de paix au-delà de toutes les douleurs terrestres. C'était un modeste monument pour une femme modeste, dont la plus grande erreur avait été d'aimer inconditionnellement.